Imaginons un champ cultivé sans une seule goutte de pesticides, mais vraiment zéro, et ça pendant 10 ans. Bah, la logique voudrait qu'il soit juste dévoré par les insectes, non? Complètement. Ou alors étouffé par les maladies, ou juste ruiné par les mauvaises herbes. Ouais, c'est ce qu'on se dit tous. Pourtant, on a sous les yeux un rapport récent qui nous montre que non seulement c'est possible à grande échelle, mais que ça pourrait carrément redéfinir notre vision de l'agriculture. C'est un changement de paradigme total en fait. On parle ici d'une expérience agronomique monumentale qui s'appelle Réseau Pest. Réseau peste, ouais. Voilà. Et de 2013 à 2022, on a un réseau de fermes expérimentales réparties sur des dizaines d'hectares, avec des climats super variés en France, qui a tenté l'impossible. Cultiver à l'échelle de la vraie parcelle, dans des conditions réelles, en retirant totalement le fameux filet de sécurité chimique. Et le truc génial, c'est qu'on a enfin les données pour juger de ce pari. Donc aujourd'hui, on plonge en profondeur dans un rapport scientifique exhaustif. Il a été publié en 2024 par l'INRAE, mené voir l'équipe de Cellier et ses collègues. Un travail titanesque, ouais. Ah, mais vraiment. Ce document, il analyse avec une décennie de recul la viabilité de ces systèmes. Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre de côté les débats idéologiques. On veut regarder les faits, les mécanismes concrets. Exactement, sortir des postures. C'est ça. Que se passe-t-il vraiment dans la terre, au niveau des récoltes? Et surtout, parce qu'il faut en parler, dans le portefeuille des agriculteurs quand on supprime la chimie. Pour bien aborder cette analyse, il faut d'abord comprendre un truc fondamental. Les chercheurs, ils n'ont pas simplement confisqué les pulvérisateurs du jour au lendemain pour regarder les cultures mourir. Ça aurait été un carnage, on est d'accord. Ah bah, un désastre agronomique absolu. En fait, ils ont dû reconcevoir l'architecture même de la ferme, de A à Z. Ils se sont appuyés sur ce qu'on appelle la protection intégrée. D'accord. Et pour évaluer si ces nouvelles architectures fonctionnaient, ils n'ont pas juste pesé le grain à la fin. Ils ont utilisé des modèles d'évaluation super poussés, comme Critère 5.4 et Masque 2.0. Des outils multicritères, en gros. C'est ça. L'idée, c'était de croiser plein de données, l'impact environnemental bien sûr, mais aussi la charge mentale et physique pour l'humain, et évidemment, la rentabilité financière brute. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'on peut pas juste enlever les fondations d'une maison et espérer que le toit tienne par magie, quoi. L'étude a divisé les sites en deux grandes catégories, pour bien coller à la réalité du terrain. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Voilà. D'un côté, on a les exploitations de grandes cultures. Donc ça, c'est uniquement des cultures de vente, genre le blé ou le colza. Et de l'autre, on a les fermes de polyculture élevage qui mixent les cultures avec des animaux. Et le pilier central de cette refonte, pour ces deux types de fermes, ça a été la rotation des cultures. Mais alors, poussé à un niveau de complexité extrême. C'est-à-dire, parce qu'on fait déjà des rotations normalement, non? Oui, mais dans un système conventionnel classique, on voit souvent des cycles hyper courts, genre blé, orge, colza, et on recommence. Le souci avec ces cycles courts, c'est que les ravageurs, ils s'y habituent très vite. Ils ont la table mise tous les ans? Exactement. Donc dans Réséropest, les chercheurs ont conçu des successions culturales qui s'étalent sur 5 à 9 ans. Attends, pause. 9 ans. Ouais, jusqu'à 9 ans. Risqué sur l'avenir. Ah, mais c'est toute la difficulté de l'exercice. Sur le plan financier, c'est un casse-tête. Mais biologiquement, c'est une arme redoutable. Ils ont intégré des cultures qu'on voit beaucoup moins souvent chez nous, Genre quoi? du chanvre industriel, de la luzerne, des pois chiches, du soja, et ils ont aussi alterné systématiquement les semis d'automne et les semis de printemps. Mais quel est le mécanisme physique derrière ça? En quoi planter un pois chiche au printemps plutôt que du blé en automne, ça va protéger la parcelle sans utiliser le moindre insecticide? En fait, c'est une question de cycle de vie. Imagine un insecte ravageur ou même un champignon pathogène qui adore le blé. À la fin de l'été, il va pondre ses œufs ou laisser ses spores dans les résidus, direct dans le sol. D'accord, il prépare la génération suivante. C'est ça. Il fait ça en sachant, entre guillemets, que l'année d'après, il y aura de nouveau une céréale d'hiver à grignoter à son réveil. C'est son horloge biologique. Logique. Mais là, si l'agriculteur plante une légumineuse de printemps à la place, genre le pois chiche, l'insecte éclot, il cherche son blé, il trouve rien et il meurt de faim. On casse littéralement son cycle de reproduction juste en modifiant son habitat. Ah ouais, c'est malin. C'est un peu comme une grosse stratégie de cybersécurité au final. Comment ça? Bah, si tu gardes le même mot de passe blé, orge tous les ans, les hackers, donc là les insectes ou les maladies, finissent par le craquer hyper vite. Ouais, c'est une super métaphore. Donc là, l'agriculteur crée un mot de passe de 9 caractères avec des majuscules, des symboles du printemps, de l'automne, et il le modifie tout le temps pour rendre les hackers fous. C'est exactement l'idée. Mais attends, est-ce qu'un plan aussi parfait, aussi complexe sur le papier, ça survit vraiment quand on arrive sur le terrain face à la vraie météo et au vrai sol?
Le rapport montre très clairement que non. Et franchement, ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment l'agronomie doit s'adapter. Le plan de base a dû subir des tas d'ajustements locaux en cours de route. T'as un exemple précis? Prends le site expérimental de Bretonnière. Les chercheurs avaient prévu de mettre du chanvre industriel dans cette fameuse rotation de 9 ans. Et le chanvre, agronomiquement parlant, c'est magique. Ça pousse super vite, c'est ça. Ça pousse hyper vite, ça monte très haut, et du coup ça étouffe littéralement les mauvaises herbes en leur cachant le soleil. Donc sur le papier, le candidat de rêve pour se passer d'herbicide. Le candidat idéal. Sauf qu'ils ont dû tout annuler et le remplacer par du tournesol. Et la raison n'avait rien à voir avec la nature. C'était quoi alors? Il y avait tout simplement aucun débouché local. Aucune filière industrielle, pas d'usine dans le coin pour acheter et transformer le chanvre. Cultiver la meilleure plante de l'univers, ça sert à rien si elle pourrit dans ton silo parce que personne te l'achète. Ah ouais, la réalité économique qui vient percuter la théorie scientifique en plein vol. Voilà. Et la réalité géologique aussi s'en mêle. Sur un autre site, à Purpan, près de Toulouse, ils voulaient mettre de la luzerne, une plante géniale pour fixer l'azote dans le sol. Et ça a foiré aussi? Le sol local, c'est ce qu'on appelle une boulbène. C'est une terre super spécifique, très riche en limon, qui se compacte vite et surtout qui est très acide. Et la luzerne aime pas l'acide. Elle déteste ça. Ses racines n'arrivent pas du tout à fixer l'azote là-dedans, donc urgence totale, ils ont dû modifier le système en plein vol et remplacer la luzerne par du sainfoin. C'est une autre légumineuse, mais beaucoup plus robuste face à l'acidité de ce terroir. Ok, donc je résume. On arrive à affamer les insectes avec des rotations ultra complexes, on s'adapte au sol avec de nouvelles plantes, mais qu'est-ce qu'on fait contre les mauvaises herbes? Ah, la grande question. Bah oui, parce qu'une mauvaise herbe s'en fiche pas mal qu'on soit l'année du pois chiche ou l'année du tournesol. Elle pousse quoi qu'il arrive. Sans aucun désherbant chimique, comment ils en font pour éviter que le champ devienne une jungle absolue? De l'aveu même des chercheurs, ça a été le défi absolu du projet. La guerre contre les adventices, c'est le terme technique pour les mauvaises herbes, ça demande une anticipation de malade. Parce qu'on peut plus juste passer un coup de produit magique? C'est ça. Sans l'herbicide, pour tout nettoyer en 2 heures, le travail mécanique du sol redevient l'arme principale. Et là, tu dois utiliser des outils hyper spécifiques, comme la RC-Tri. Attends, c'est quoi exactement une hercétrie? Visuellement, ça ressemble à quoi? Imagine un immense peigne métallique géant que tu accroches à l'arrière d'un tracteur. Il a des dents très longues, très fines et flexibles. L'objectif, c'est de passer ce peigne sur le champ quand ta culture est déjà un peu enracinée, mais que les mauvaises herbes sont encore minuscules. Au stade de petite pousse. C'est ça, ce qu'on appelle le stade filament blanc. C'est super fragile. Les dents de la herse vont gratter les premiers centimètres de terre, arracher ces mini mauvaises herbes et les laisser sécher au soleil. Et comme les dents sont flexibles, elles glissent autour de ta culture principale sans la casser. Ok, je vois l'idée. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut un timing juste parfait, non? Si tu passes ta machine avec 3 jours de retard et que la mauvaise herbe a fait des racines plus solides. Le peigne métallique glisse dessus et ça sert plus à rien. Exactement. C'est la contrainte numéro 1. Le rapport le dit, noir sur blanc. Ces systèmes sans chimie créent une très très forte dépendance au travail mécanique. Ça demande une sacrée présence sur le terrain, hein. L'agriculteur doit multiplier les passages en tracteur. Donc ça veut dire plus de gasoil, beaucoup plus de temps, et le nez rivé sur la météo pour intervenir presque à l'heure près. Et pour mesurer si cet acharnement mécanique fonctionne vraiment, l'étude utilise une métrique super parlante, le ratio de biomasse. Ouais, un indicateur clé. En gros, ils prennent toute la matière végétale sur 1 mètre carré et ils divisent le poids des mauvaises herbes par le poids total de tout ce qui a poussé. C'est ça. Si ton ratio s'approche de 1, t'es foutu. Ton champ est envahi. Si c'est proche de 0, il est tout propre. Et alors, que disent les graphiques après 10 ans de ce traitement sans chimie? Est-ce que le système finit par exploser sous la pression? Contre toute attente, les données sur 10 ans sont ultra rassurantes. Il n'y a pas eu d'emballement catastrophique. La fameuse banque de graines enfouie dans le sol n'a pas explosé. Même les mauvaises années, quand le ratio montait en flèche, le système arrivait toujours à se réguler l'année d'après. Ça montre une résilience agronomique assez dingue. Ah mais attends, et c'est là que ça devient vraiment super intéressant. Il y a cette anecdote dans le rapport sur le site de Lusignan qui illustre parfaitement cette résilience. C'est un site avec de l'élevage, de la polyculture élevage. Ah oui, l'année 2019, l'histoire du colza. Voilà. En 2019, ils sèment du colza. Sauf que l'été est caniculaire, grosse sécheresse. Le colza arrive pas du tout à lever. Par contre, les mauvaises herbes, qui sont beaucoup plus rustiques, elles profitent de la moindre goutte de rosée et elles envahissent tout. Le ratio d'adventice est monté à 0,8. C'est énorme.
80% du champ, c'est de la mauvaise herbe. Ça, c'est le genre de vision qui donne des sueurs froides à n'importe quel producteur. Grave. Et dans un modèle classique, on aurait probablement sorti l'artillerie lourde. Un coup de pulvérisateur pour tout détruire chimiquement, on encasse la perte sèche et on replante un truc par-dessus. Sauf que là, sans cette option chimique, ils étaient coincés. Mais au lieu de baisser les bras, l'équipe a utilisé l'atout caché de son système. Vache. Au lieu de considérer la parcelle comme un colza raté, ils l'ont fauché tel quel, mauvaises herbes incluses. Ouais, ils en ont fait de l'ensilage. Donc ils ont tout broyé, laissé fermenter, et ça a fait un super fourrage pour le troupeau. Et les chiffres sont ouf. Ils ont tiré 63 quintaux de matière sèche par hectare sur cette parcelle prétendument foutue. Franchement, ça fait penser à de l'aïkido ou un truc du genre. L'art martial. Ouais, tu sais, t'essayes pas de contrer la force brute de l'adversaire. Tu utilises carrément la masse de ton ennemi, ici les mauvaises herbes, pour nourrir ton propre bétail et générer de la valeur. C'est une super façon de le voir. Et le plus fou, c'est que l'année d'après, vu qu'ils avaient fauché toutes ces herbes avant qu'elles puissent faire des graines, le champ était nickel. Le taux d'adventice est retombé à 0,13. Et c'est là qu'on voit que l'élevage apporte un vrai filet de sécurité. L'animal, il valorise l'échec de la plante. Par contre, faut pas se mentir, cette flexibilité, elle demande des compétences techniques vertigineuses. C'est plus juste suivre un manuel. Ah non, fini le calendrier de traitement classique. L'agriculteur doit observer, analyser la météo, connaître la biologie de 50 plantes différentes et prendre des décisions radicales en temps réel. Bon, gérer des crises avec intelligence, c'est super. Mais au moment de la moisson, que reste-t-il vraiment dans la benne? Et surtout, question cruciale, pour l'alimentation humaine, est-ce que c'est sans danger? L'enjeu sanitaire. Bah oui, parce qu'une des pires craintes quand on arrête totalement les fongicides, c'est de voir proliférer des champignons microscopiques directement sur le blé qu'on va manger. C'est une peur très légitime. Ces champignons sécrètent des mycotoxines, surtout une toxine bien connue qui s'appelle le déoxynivalénol. On dit le DON pour faire court. Et ça fait quoi concrètement, ce DON? C'est un perturbateur qui est très toxique. Ça cause de graves soucis digestifs et immunitaires chez les humains et les animaux. Donc les normes européennes sont très strictes. On pourrait vraiment se dire que sans chimie pour tuer le champignon, la toxicité va exploser. Alors, verdict des analyses. Les chercheurs de l'unité MIXA, qui sont spécialisés là-dedans, ont épluché plus de 370 échantillons de céréales du projet Réséropeste sur 10 ans. Et les résultats balaient complètement les craintes. La qualité sanitaire est irréprochable. Vraiment? Pour te donner les chiffres de la dernière phase du projet, 74% des échantillons avaient des taux de DON en dessous de 50 nanogrammes par gramme. 50 nanogrammes par... Mais c'est rien ça, non? Parce que, pour remettre en contexte, la réglementation européenne pour l'alimentation humaine, la limite, elle est fixée autour de 1000 à 1500 nanogrammes. C'est ça. On est infiniment en dessous du seuil de danger. Mais comment c'est possible d'avoir un blé aussi propre sans aucun produit fongicide? Eh ben, on en revient à notre fameuse rotation longue de 9 ans. Les champignons pathogènes, ils survivent l'hiver sur les résidus de l'ancienne culture. Mais si tu changes constamment d'espèce de plante, le champignon ne peut pas s'installer durablement. Il perd ce repère. Exactement. Et en plus, les associations de cultures qu'ils font créent un feuillage souvent moins dense. Du coup, le vent circule mieux, ça sèche plus vite, et ça casse l'humidité dont le champignon a besoin pour exploser. Donc c'est de la prévention par le design du champ, plutôt que de la guérison par la chimie. C'est brillant. Mais bon, et concernant les volumes de récolte, on produit autant? Sur le pur volume, non. Les rendements sont globalement inférieurs à ceux des voisins en conventionnel qui, eux, balancent de l'engrais minéral et des pesticides. C'était prévisible. On s'en doutait. Voilà. Mais par contre, ces rendements ont été bien supérieurs à ce que les scientifiques espéraient au départ pour du zéro pesticide. Le colza, la pomme de terre ont fait des super scores. Et le point crucial, les prélèvements prouvent que la fertilité du sol n'a subi aucune dégradation sur la décennie. Bon, alors tout ça nous amène à une question assez frontale. Je t'écoute. Produire des aliments sains, sans résidus, sans mycotoxines, et protéger le sol, c'est génial pour nous et pour la planète. C'est une victoire agronomique. Oui. Mais l'agriculteur a passé un temps fou sur son tracteur, avec sa herséterie, sa charge mentale a explosé à force de scruter le ciel, et à la fin, il récolte un volume un peu plus faible. Donc la vraie question, c'est le paysan, est-ce qu'il peut vraiment en vivre ? Oui, et d'ailleurs, ça soulève toute l'importance du modèle d'évaluation multicritère de l'étude. Ça ne s'arrête pas à la biologie, ça intègre l'humain et les euros. Et là, il faut bien préciser un choix méthodologique fondamental des chercheurs. Lequel ? Pour simuler les revenus de ces fermes, ils n'ont appliqué absolument aucune prime.
Les récoltes zéro pesticides ont été virtuellement vendues au prix standard du marché conventionnel. Attends. Zéro prime babé. Il n'y avait pas de label bio, pas de subvention verte, rien. Ils ont vendu ce blé ultra sain au prix du blé chimique de base. Exactement. L'objectif de cette rigueur, c'était vraiment de faire un crash test. Voir si le système tenait la route face à la violence du marché classique, sans aucun artifice financier. Le crash test absolu, ouais. Alors, ça donne quoi le bilan sur les 3 piliers du développement durable? L'environnement, le social et l'économique. Bon, pilier environnemental, sans surprise, tous les sites décrochent la note très élevée. Baisse énorme de la pollution de l'eau et de l'air, maintien de la biodiversité. Parfait. Le seul tout petit bémol, c'est la macrofaune du sol, genre les vers de terre, qui sont un peu embêtés par les passages répétés de la herse mécanique. Mais ça reste très bon. Et pour l'humain, le côté social? Là, c'est très contrasté. D'un côté, un bénéfice majeur pour la santé physique des agriculteurs, puisqu'ils ne touchent plus aucun produit toxique. Fini les maladies professionnelles liées à ça. Mais de l'autre, cette complexité crée une vraie surcharge de travail physique et intellectuel. Ce qui nous amène direct au 3e pilier, l'économique. Et en fouillant dans le rapport, on voit bien que c'est le grand écart. Ah bah la rentabilité oscille violemment. De très faible à très élevé, ouais. D'un côté, on a le site d'Estrées-Mons, dans le Nord. C'est le grand gagnant. Il dégage en moyenne 885 € par hectare et par an. Ce qui est énorme. Mais c'est plus de 3 SMIC par unité de travail humain. Et ce chiffre, il prouve de manière irréfutable qu'on peut dégager une rentabilité top niveau sans chimie. Surtout grâce à des cultures à très forte valeur ajoutée, comme la pomme de terre ou la betterave sucrière, qui marchent super bien dans le système. Mais, parce qu'il y a un mais, de l'autre côté du spectre, c'est la cata. Le site du Reux, par exemple, s'effondre avec à peine 59 € par hectare. Ouais, la chute libre. 59 €. Pourquoi un tel gouffre financier alors qu'ils utilisent globalement les mêmes méthodes? En fait, l'explication est souvent liée à des tentatives d'innovation qui coûtent un bras. Sur le site du Reux, ils voulaient planter des betteraves fourragères. Mais pour pas qu'elles se fassent étouffer par les mauvaises herbes, ils ont testé la plantation en mini-mottes. C'est quoi ça, des mini-mottes? Au lieu de semer la petite graine dans la terre, on fait prépousser la betterave en pépinière dans un petit cube de terreau. Et ensuite, on vient repiquer cette plante déjà vigoureuse direct dans le champ. L'idée a l'air bonne. La plante a de l'avance, elle fait de l'ombre au sol direct. Agronomiquement, c'est imparable. Les mauvaises herbes peuvent pas germer en dessous. Mais économiquement, dans des grandes cultures, c'est une hérésie. Acheter tous ces plants prépoussés, ça a coûté près de 3 000 € l'hectare. Ah ouais, la vache. Et le repiquage a demandé 90 heures de main-d'œuvre manuelle par hectare, c'est fou. Le coût de l'innovation a juste désintégré la marge. L'agronomie parfaite qui se heurte au capitalisme. Et à la nature aussi. Sur le site de Mogios, en zone périurbaine, ce sont des nuées d'oiseaux qui ont ravagé les champs de tournesol. Une perte sèche de 200 € l'hectare. Donc face à tous ces risques économiques, les chercheurs du rapport mettent une proposition sur la table. Ils calculent qu'avec une plus-value de 20 à 30% sur le prix de vente des récoltes, la quasi-totalité des fermes passerait dans le vert. Et ça soulève un paradoxe fascinant sur notre rapport à l'alimentation. Parce que, à l'échelle de l'économie globale, payer ce blé 30% plus cher, c'est pas vraiment une dépense en plus pour la société. Comment ça? C'est quand même plus cher à la caisse. Oui, mais c'est un déplacement du coût. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, qui vont pas cher, elle génère des coûts cachés énormes. Via nos impôts ou nos factures d'eau, on paie des milliards pour dépolluer les nappes phréatiques ou pour soigner les maladies liées aux pesticides. C'est vrai. Donc, rémunérer le produit agroécologique 30% plus cher à la source, ça évite d'avoir à payer tous ces dégâts en aval. C'est juste un équilibre comptable à l'échelle du pays. Ça remet en question toute la chaîne de valeur, en fait. Si on prend un peu de recul sur cette décennie réseau peste, la leçon est vertigineuse. Le rapport démontre avec des preuves béton qu'une agriculture totalement sans chimie, c'est plus une utopie de petit jardin. Ah non, c'est feuillable sur des centaines d'hectares. Ça protège les sols, l'eau, notre santé. Et la conclusion des chercheurs, elle est claire. Le verrou principal pour faire cette transition, il est plus du tout technique. Les agriculteurs ont l'intelligence et la résilience pour gérer ces systèmes. Le vrai verrou aujourd'hui, il est purement structurel et financier. Et ça, c'est une vérité qu'il faut garder en tête quand on fait nos courses au supermarché.
Retirer les pesticides, c'est pas juste cocher la case sans chimie. C'est réinventer le métier d'agriculteur de A à Z. C'est faire un saut sans filet. Et ce risque colossal demande qu'on soit prêt à rémunérer la vraie valeur de ce travail. C'est la seule façon pour que ces innovations sortent des labos et deviennent la norme. Ce qui nous laisse sur une réflexion assez puissante pour terminer. Et si le prix hyper bas de l'alimentation conventionnelle, au final, c'était juste une vaste illusion comptable? Bonne question. Imaginons qu'on ajoute sur l'étiquette d'1 kilo de farine classique le coût réel de la dépollution de l'eau de la commune et le coût des soins médicaux pour les cancers liés aux perturbateurs endocriniens. La farine agroécologique sans chimie deviendrait du jour au lendemain l'option la moins chère de tout le rayon. C'est fou, non? Ça fait réfléchir sur qui paye vraiment la facture à la fin, oui. Quelque chose à méditer, en tout cas la prochaine fois qu'on pousse notre chariot vers la caisse.